Je n'avais jamais imaginé que ma vie basculerait dans un endroit aussi simple qu'une boulangerie de quartier. À cette époque, j'étais épuisée. Pas seulement par le travail ou par les soucis quotidiens, mais épuisée de l'intérieur. Chaque journée se ressemblait, grise et répétitive. Je me réveillais sans élan, je buvais un café froid par habitude, et je traversais mes heures comme un fantôme dans un décor figé. C'était comme si j'étais spectatrice de ma propre existence, assise dans le noir d'une salle de cinéma à regarder un film dont je ne reconnaissais plus l'héroïne. Un matin, en marchant sans but précis, je me suis arrêtée devant une petite vitrine. Sur la porte, une feuille A4, un peu froissée, scotchée à la hâte. Quelques mots écrits au marqueur, recherche aide, débutante acceptée. C'était une annonce banale, mais elle m'a happée. Je n'avais aucune expérience dans ce domaine, mes mains n'avaient jamais façonné autre chose que des dossiers et des claviers. Pourtant, quelque chose en moi s'est mis à frissonner. Était-ce de la curiosité, un appel, ou juste le besoin d'essayer autre chose avant de m'éteindre complètement? Je ne saurais pas l'expliquer. Mais j'ai noté le numéro, presque malgré moi. Le lendemain, j'ai franchi cette porte. Il était à peine 5 heures du matin. L'air était encore glacé dehors, mais à l'intérieur, la chaleur du four m'a enveloppé aussitôt. Et surtout, il y avait cette odeur. Une odeur de pain chaud, de levure, de farine qui flotte dans l'air et colle aux vêtements. Une odeur qui m'a ramené à une forme d'enfance oubliée, un parfum de foyer. Derrière le comptoir, un homme m'attendait. Marc. Il portait un tablier taché de farine, ses bras robustes encore poudrés de blanc. Il n'avait rien d'intimidant, au contraire. Son sourire discret, presque timide, m'a désarmé. Je m'attendais à un patron dur, pressé, méfiant. Mais il s'est contenté de me demander calmement. « Tu veux commencer demain ?» Pas d'entretien, pas de paperasse. Juste cette question simple. Et sans réfléchir, j'ai répondu oui. Le premier jour a été un choc. Le réveil à 4 heures, l'obscurité encore dense dehors, la ville endormie alors que je m'élançais dans le froid. Mais lorsque j'ai poussé à nouveau la porte de la boulangerie, j'ai eu la sensation étrange d'être attendue. Marc m'a tendu un tablier bien trop grand pour moi. En essayant maladroitement de l'attacher, j'ai ri nerveusement. Il m'a lancé un regard bienveillant et a dit « Ne t'inquiète pas, on apprend tous un jour ». Ce matin-là, j'ai découvert un univers dont j'ignorais tout. Les gestes précis, la force nécessaire pour pétrir, la patience qu'exige chaque étape. Moi, qui avais toujours vécu dans un monde d'écran et de dossiers, je découvrais la matière brute. Au début, mes mains tremblaient, la pâte me collait, je me sentais gauche, ridicule. Mais Marc ne s'est pas moqué. Il s'est approché doucement, a guidé mes mains, ses paumes fermes dirigeant mes mouvements hésitants. J'ai senti la chaleur de sa présence, la confiance tranquille de son corps derrière le mien. Et tout à coup, la pâte s'est laissée apprivoiser. Je me suis surprise à ressentir quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, un sentiment de vie. De connexion. Comme si, en apprenant à façonner le pain, je réapprenais aussi à façonner ma propre existence. Chaque pression de mes paumes sur la pâte semblait lisser un peu mes blessures. Chaque mouvement rythmé chassait une part de ma fatigue intérieure. En observant Marc, j'ai compris que ce métier demandait bien plus que de la force. Il fallait une patience infinie, une écoute presque silencieuse. Et cette patience, il l'incarnait sans effort. Il parlait peu, mais ses gestes étaient éloquents. Dans sa manière de m'accompagner, de me laisser le temps d'apprendre, il y avait une forme de respect que je n'avais plus connue depuis longtemps. Je suis rentrée chez moi ce soir-là les bras lourds, les cheveux encore imprégnés de farine, les doigts endoloris. Mais mon cœur, lui, était léger. J'avais découvert quelque chose de précieux, la possibilité de recommencer, d'apprendre, de renaître à travers un travail simple et vrai. Et surtout, j'avais croisé un regard différent. Celui d'un homme discret, marqué par le travail, mais qui, sans un mot, m'avait fait sentir que j'existais encore. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était que le début. Une porte venait de s'ouvrir. Et derrière cette porte se trouvait une histoire que je n'aurais jamais osé imaginer. Le deuxième matin, j'ai franchi la porte du fournil avec le cœur battant. La nuit précédente, je n'avais presque pas dormi. Je revoyais sans cesse mes gestes maladroits, mes mains hésitantes, le regard bienveillant de Marc. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'il se rende compte que je n'avais pas ma place ici. Et pourtant, une part de moi attendait ce retour avec impatience. Lorsque je suis entrée, il était déjà là. Ses gestes étaient précis, presque rituels. Il m'a accueilli d'un simple signe de tête, comme si ma présence allait de soi. Ce détail m'a réchauffé le cœur. Je n'étais pas une intruse. J'étais attendue. Ce matin-là, il m'a confié une tâche différente. « Il est temps que tu touches vraiment la pâte », m'a-t-il dit. Sa voix était calme, posée, mais je sentais qu'il attachait une importance particulière à ce moment. Selon lui, la pâte était l'âme de la boulangerie. Si je voulais comprendre ce métier, c'est par elle que je devais commencer. Je l'ai regardé faire. Ses mains semblaient dialoguer avec la pâte. Chaque mouvement était mesuré, chaque pression trouvait un écho.
La pâte, d'abord informe, devenait lisse, souple, presque vivante. Il ne faut pas la forcer, a-t-il expliqué. Il faut l'écouter. La pâte a son propre rythme. Ces mots me troublaient. Écoutez, une pâte, mais dans sa voix, il y avait une conviction telle que je n'ai pas osé douter. Quand il m'a tendu le bâton, mes doigts se sont crispés. La matière collait à mes paumes, fuyait mes gestes. J'avais l'impression de lutter contre quelque chose que je ne comprenais pas. Mon souffle s'accélérait, la honte montait. Mais Marc n'a pas ri. Il s'est approché, doucement, et a posé ses mains sur les miennes. Ses bras ont guidé mes gestes, fermes mais rassurants. J'ai senti son souffle près de mon visage, la chaleur de son corps derrière moi. Et soudain, tout s'est aligné. La pâte obéissait, se laissait apprivoiser. Ce n'était plus une lutte, c'était une danse. À cet instant, j'ai compris. Ce travail n'était pas seulement une question de force. Il demandait une présence, une attention entière. Et à travers la pâte, je me découvrais moi-même. Chaque mouvement de mes mains semblait chasser un peu du poids que je portais depuis des années. Comme si je pétrissais mes peurs, mes regrets, mes failles, pour les transformer en quelque chose de neuf. Les heures ont passé, rythmées par le bruit sourd de mes paumes frappant la table, par le parfum de levure qui emplissait l'air. Je n'ai pas vu le temps filer. C'était comme entrer dans une méditation, un état où le monde extérieur disparaissait. Il n'y avait plus que la pâte, mes mains, et le silence complice de Marc à mes côtés. Il parlait peu, mais je sentais son regard attentif. Quand je réussissais, il esquissait ce demi-sourire discret qui me troublait. Quand je peinais, il intervenait avec patience, me laissant toujours trouver mon chemin. Jamais il ne m'a arraché la pâte des mains pour montrer qu'il savait mieux. Il me laissait apprendre, me faisait confiance. Et dans cette confiance, je sentais naître une force nouvelle en moi. En rentrant chez moi ce soir-là, mes mains étaient rouges et douloureuses. Mes bras tremblaient encore de fatigue. Mais dans le miroir, je ne me suis pas reconnue. Ce n'était plus la femme fatiguée qui subissait ces journées. C'était une femme qui avait appris quelque chose de ses propres mains. Une femme qui reprenait goût à la vie, une femme qui renaissait. Et ce pain que nous avions façonné ensemble, il était plus qu'une simple nourriture. Il était une métaphore, car la pâte, brute et difficile à manier, pouvait devenir belle et nourrissante avec de la patience et de la chaleur. Tout comme moi, tout comme cette vie que je croyais perdue. Marc n'a rien dit ce soir-là. Mais dans son regard, j'ai perçu qu'il avait compris. Il savait que ce que je vivais dépassait largement l'apprentissage d'un métier. Que je n'étais pas simplement en train d'apprendre à pétrir du pain. J'étais en train d'apprendre à me reconstruire. Et dans le silence du fournil, au milieu des odeurs de farine et de levain, j'ai senti qu'un chemin s'ouvrait devant moi. Un chemin que je n'aurais jamais osé emprunter seul. Avec le temps, le fournil est devenu mon nouveau monde. Chaque matin, je retrouvais cette atmosphère unique. La chaleur du four, l'odeur enveloppante de la levure, le léger brouillard de farine flottant dans l'air. C'était comme entrer dans un cocon hors du temps. Et au cœur de ce cocon, il y avait Marc. Il parlait peu, mais son silence n'était jamais froid. C'était un silence habité, un silence qui contenait plus de mots que n'importe quelle conversation. Au début, je le trouvais intimidant, mais peu à peu, j'ai compris qu'il s'agissait de sa manière à lui de communiquer. Et j'ai appris à l'écouter autrement. Le fournil avait son propre langage. Il y avait le grondement régulier du pétrin, le craquement du bois qu'on glissait dans le four, le souffle discret de la pâte qui levait doucement sous un linge humide. Tous ces sons formaient une sorte de musique de fond, à laquelle nos gestes s'accordaient naturellement. Dans ce cadre, même le silence prenait une épaisseur particulière. Je me souviens d'un matin plus que les autres. Nous étions côte à côte, chacun concentré sur sa tâche. Le jour commençait à peine à poindre, et par la petite fenêtre, la lumière naissante du soleil inondait la pièce d'un éclat doré. J'ai levé les yeux sans réfléchir, et son regard a croisé le mien. Ce fut une seconde suspendue, un instant où tout sembla s'arrêter. Il n'y a pas eu de sourire, pas un mot, mais ce regard m'a traversé. C'était comme si, l'espace d'un souffle, il avait vu au-delà de mes gestes, au-delà de mes maladresses. Comme s'il avait vu qui j'étais vraiment. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai simplement baissé les yeux, troublé, le cœur battant plus fort que je ne voulais l'admettre. Mais au fond de moi, je savais déjà, quelque chose grandissait entre nous. Ce n'était pas encore de l'amour. Ce n'était pas non plus de l'amitié. C'était une complicité fragile, un fil invisible qui se tissait jour après jour. Un lien qui ne demandait pas à être nommé, mais qui se manifestait dans ces silences chargés, dans ces frôlements qui semblaient durer une éternité. Moi qui avais toujours rempli mes vides de bavardage, je découvrais qu'il existait une autre forme de dialogue. Un dialogue muet, mais d'une sincérité absolue. Dans ces moments-là, je me sentais exister d'une manière nouvelle. Non pas parce que je parlais, mais parce que j'étais simplement là, présente, regardée, reconnue. Chaque geste prenait une dimension différente. Quand nos mains se frôlaient en attrapant la même corbeille, je sentais une chaleur étrange m'envahir. Quand il passait derrière moi et que son bras m'effleurait, un frisson parcourait mon dos.
Quand je surprenais son sourire discret, j'avais l'impression qu'il me confiait un secret. Et pourtant, rien n'était dit. Nous restions dans ce non-dit, ce territoire incertain, où l'on ne sait pas si l'on avance ou si l'on s'égare. Mais ce silence avait une puissance que je n'aurais jamais imaginée. Il n'était pas vide, il était plein. Plein de désirs contenus, de respect, de peur aussi. Plein d'une intensité qui me réveillait chaque jour un peu plus. Un soir, en sortant du Fournil, j'ai ressenti le contraste avec le monde extérieur. La ville bruissait de klaxons, de pas pressés, de voix qui se chevauchaient. Mais moi, je portais encore en moi le silence de la boulangerie. Un silence apaisant, presque sacré, qui continuait à résonner dans mon corps. Je me suis dit que je n'avais jamais trouvé un endroit où je me sentais autant à ma place. C'est à ce moment que j'ai compris, ma solitude n'était plus la même. Avant, elle pesait sur moi comme une absence. Désormais, elle était habitée. Habitée par nos silences partagés, par cette présence discrète qui m'accompagnait même une fois la porte du Fournil refermée. Je ne savais pas encore où cela allait nous mener. Mais je savais que je n'étais plus la femme perdue et éteinte qui avait franchi cette porte pour un simple petit job. J'étais en train de renaître. Et cette renaissance passait par les silences. Car oui, parfois, un regard vaut plus que 1000 mots. Parfois, un silence partagé en dit plus qu'une longue déclaration. Et moi, j'avais trouvé dans ces silences un langage nouveau. Un langage qui me redonnait le droit d'exister, et peut-être, bientôt, le droit d'aimer à nouveau. Un matin, l'ambiance n'avait rien de semblable aux autres. Le four chauffait, la pâte reposait, les gestes se répétaient. Mais quelque chose planait dans l'air. Une lourdeur discrète, une attente que je ne savais pas encore nommer. Marc préparait son pain de seigle, concentré, les bras solides plongés dans la pâte. Je façonnais maladroitement des baguettes, en silence. Rien ne semblait différent en apparence, et pourtant, son visage m'a frappé. Je l'ai vu plus fatigué que d'habitude, ses traits creusés, son regard un peu absent. Pas la fatigue d'une longue nuit de travail. Non, c'était autre chose, une lassitude plus profonde, une usure de l'âme. Sans réfléchir, les mots me sont échappés. Tu fais ça depuis combien de temps? Il a relevé les yeux vers moi. Un sourire amer a effleuré ses lèvres. Depuis toujours, et parfois, j'ai l'impression que c'est la seule chose qui me reste. Sa phrase m'a bouleversée. Il ne parlait pas du pain. Il parlait de sa vie. Et dans son ton, j'ai reconnu une solitude qui faisait écho à la mienne. Alors, moi aussi, j'ai osé. J'ai laissé tomber mes défenses et j'ai parlé de ma propre fatigue, de ce vide qui m'habitait depuis trop longtemps. Je lui ai avoué que j'étais entré ici presque par hasard, fuyant mes journées ternes, et que je n'avais pas imaginé à quel point ce lieu me réveillerait. Il n'a pas ri, il n'a pas jugé. Ses mains continuaient à travailler la pâte, mais son regard était accroché au mien, attentif, présent. Puis il a murmuré, « Tu sais, moi aussi, je me suis senti invisible. Même entouré, même ici. Ce Fournil m'a sauvé, mais parfois, il me retient prisonnier. » Ces mots ont ouvert une brèche. Une fissure par laquelle nos blessures respectives ont trouvé un chemin pour se rejoindre. Ce n'était plus seulement deux solitudes qui partageaient un même silence. C'étaient deux vies cabossées qui, soudain, se reconnaissaient l'une dans l'autre. Je crois que c'est à ce moment que j'ai compris. Nous n'étions plus seulement patrons et apprentis, ni même compagnons de travail. Nous étions deux êtres humains qui, dans cette boulangerie aux murs tachés de farine, trouvaient enfin un refuge. Une vague de soulagement m'a traversée. Moi qui avais toujours caché mes failles derrière un masque, je venais de les confier à voix haute. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti jugée. Je me suis senti entendue, vue, acceptée. Il m'a parlé un peu plus de lui. D'une relation brisée qu'il avait laissée seule. De cette famille éloignée qu'il ne voyait presque plus. De la lassitude de gérer seul un commerce qui l'occupait jour et nuit. J'ai entendu dans sa voix une résignation tranquille, mais aussi un espoir fragile, comme une flamme qui refusait de s'éteindre. Dans ses yeux, j'ai reconnu ma propre douleur. Et étrangement, cela ne m'a pas attristée. Cela m'a apaisée, parce qu'enfin, quelqu'un comprenait. Après cet échange, nous avons repris le travail. Mais chaque geste, chaque silence avait changé. Quand nos mains se frôlaient, ce n'était plus un hasard. Quand nos regards se croisaient, nous n'avions plus besoin de détourner les yeux. C'est là que j'ai compris ce qu'était la véritable intimité. Elle ne naît pas forcément de grandes déclarations ni de gestes spectaculaires. Elle naît dans la fragilité partagée, dans le courage de se montrer tel que l'on est vraiment. Car au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui sait voir nos failles, nos fissures, et qui reste malgré tout. En rentrant ce soir-là, j'avais les mains encore imprégnées de farine, les bras lourds, mais le cœur étonnamment léger. Je n'étais pas tombée amoureuse, pas encore. Mais j'avais retrouvé quelque chose d'essentiel, le sentiment d'exister pour de vrai aux yeux de quelqu'un. Et après tant d'années d'invisibilité, ce simple fait était une révolution. Nous n'avons rien promis ce jour-là. Nous n'avons rien forcé, mais nous avions ouvert une porte vers un lien fait d'authenticité et de vérité. Ce n'était pas encore une histoire d'amour.
C'était mieux que ça. C'était la rencontre de deux âmes cabossées qui trouvaient enfin un abri. Et moi qui pensais avoir trouvé un simple emploi d'appoint, je comprenais peu à peu que ce hasard n'en était pas un. Parce que parfois, la vie nous conduit précisément là où nous devons être. Même si c'est dans une petite boulangerie, au milieu de la farine et des fours brûlants, auprès d'un homme silencieux qui, sans le savoir, vous aide à rallumer la lumière que vous pensiez éteinte à jamais. Après cette matinée de confidence, rien n'était plus tout à fait comme avant. Nous n'en avions pas reparlé, mais une trace invisible restait entre nous. Un lien discret, presque fragile, qui nous rapprochait à chaque geste. Et pourtant, aucun mot n'avait franchi nos lèvres. C'était comme si tout devait se dire autrement, dans les silences, dans les regards, dans ces frôlements qui semblaient durer un peu trop longtemps. Je sentais cette tension dans chaque recoin du fournil, dans la manière dont ses yeux restaient suspendus sur moi une seconde de trop, dans mon souffle qui s'accélérait dès qu'il s'approchait pour me montrer un geste, dans ces contacts anodins, mais qui résonnaient en moi comme des étincelles prêtes à embraser quelque chose que je n'osais pas nommer. Un matin, je me débattais avec une patte trop ferme. Mes bras me semblaient faibles, mes mains glissaient. Marc s'est approché, sans rien dire, et s'est placé derrière moi. Ses mains se sont posées sur les miennes pour guider mes mouvements. Ses bras m'ont presque enveloppé. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, son odeur mêlée de café et de farine. Tout en moi s'est tendu. Ce geste aurait dû être banal, technique. Mais il avait une charge que je n'arrivais pas à ignorer. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai eu envie de fuir, et en même temps de rester immobile pour prolonger cet instant. Je découvrais un désir qui ne disait pas son nom. Un désir discret, retenu, mais d'autant plus puissant qu'il restait contenu. Je me posais 1000 questions. N'étais-je pas en train de projeter mes besoins sur lui? Ne était-ce pas dangereux de me laisser emporter ainsi, alors que je venais tout juste de me reconstruire? Mais au fond, chaque fois que je doutais, il suffisait d'un simple regard échangé avec lui pour que mes certitudes se brisent. Nous marchions sur une ligne invisible. Un équilibre fragile entre la complicité et quelque chose de plus. Et chaque jour, cette frontière semblait s'amincir. Un soir, alors que nous finissions de nettoyer le fournil, j'ai laissé échapper un rire. Un rire nerveux, presque absurde, né de cette tension impossible à contenir. Marc a levé les yeux, surpris. Puis, lentement, il a souri. Un sourire rare, lumineux, qui m'a coupé le souffle. J'aurais voulu dire quelque chose, n'importe quoi pour retenir cet instant, mais les mots se sont figés dans ma gorge. Alors j'ai simplement baissé les yeux, consciente que mon visage trahissait plus que je ne l'aurais voulu. C'est là que j'ai compris à quel point le désir peut être silencieux. Il n'a pas besoin de cris ni de gestes éclatants. Il se glisse dans les respirations, dans les non-dits, dans les gestes interrompus. Et plus on tente de le contenir, plus il se renforce. Marc aussi luttait, je le voyais. Parfois, ses yeux restaient accrochés aux miens trop longtemps avant de se détourner brusquement. D'autres fois, il trouvait des prétextes pour rester près de moi, pour effleurer ma main en me passant un outil, pour se pencher un peu trop près lorsque je façonnais la pâte. C'était un jeu muet, dangereux et enivrant. En dehors du fournil, son image me hantait. Je le voyais dans mes pensées, silhouette dans la pénombre, mains recouvertes de farine, regard grave. Ces pensées me troublaient, mais elles me rappelaient surtout que j'étais vivante. Après tant de mois à me sentir engourdie, anesthésiée par la routine, je redécouvrais la force d'un battement de cœur, d'un frisson, d'un trouble. Bien sûr, la peur m'accompagnait. Et si je me trompais? Et si lui ne voyait en moi qu'une employée de passage, une présence agréable mais rien de plus? Ces doutes me hantaient, mais ils ne suffisaient pas à éteindre la vérité. Car chaque jour, l'attirance grandissait, et chaque soir je sentais que nous approchions d'un basculement. Un soir justement, alors que je m'apprêtais à sortir, il a posé une main sur mon bras. Un geste simple, léger, presque anodin. Mais dans ce contact, j'ai senti toute la retenue, tout le désir, toute la peur qui nous liait. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu dans ses yeux le reflet exact de ce que je portais en moi. La même tension, la même envie, la même crainte. Il a retiré sa main aussitôt, comme effrayé par ce qu'il venait de révéler. Mais pour moi, le message était limpide. Nous marchions ensemble sur ce fil fragile, et tôt ou tard, il céderait. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je revivais chaque détail, chaque geste, chaque regard. Et plus j'y pensais, plus je savais qu'il ne s'agissait plus seulement d'un travail, ni même d'une complicité. C'était devenu une histoire de désir, une histoire de deux cœurs qui s'attiraient dans le silence. Et je pressentais que bientôt, ce silence finirait par se briser. Il y a des soirs qui semblent d'abord ordinaires, et qui pourtant changent tout. Cette nuit-là, rien n'annonçait ce qui allait se produire. Nous avions simplement terminé une journée longue et épuisante. Le fournil était en désordre, les tables couvertes de farine, les grilles encore tièdes, les sacs entr'ouverts. Marc m'a proposé de rester pour l'aider à tout ranger. J'ai dit oui, sans réfléchir. Au fond, j'espérais peut-être que ce « oui » m'amènerait ailleurs.
Dehors, la ville s'était assoupie. Les rues, d'ordinaire bruyantes, semblaient vides. Seule la boulangerie vibrait encore, baignée dans la chaleur résiduelle du four. Une chaleur douce, enveloppante, presque intime. Nous travaillions sans bruit. Je rangeais les paniers, il essuyait les plans de travail. Nos gestes étaient simples, mais derrière eux se cachait cette tension qui n'avait cessé de grandir entre nous. Chaque frôlement, chaque silence avait l'intensité d'un aveu que nous n'osions pas prononcer. À un moment, je me suis arrêtée, le torchon en main, juste pour l'observer. La lumière orangée du four illuminait son visage. Ses traits fatigués, ses bras solides couverts de farine, son dos légèrement voûté par l'effort. Il n'était pas parfait, et c'était précisément cela qui me bouleversait. Il était vrai, réel, authentique, et dans cette vérité, je voyais une beauté que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il a senti mon regard. Il a levé la tête. Nos yeux se sont accrochés. Je n'ai pas bougé, lui non plus. Pendant une seconde, il n'y avait plus ni four, ni farine, ni fatigue. Seulement cette vérité nue, ce lien silencieux impossible à ignorer. Puis il a fait un pas vers moi. Son approche était lente, comme s'il craignait de rompre quelque chose de fragile. Je sentais mon cœur cogner si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans la pièce entière. Il s'est arrêté près de moi. Ses mains, encore poudrées de farine, ont frôlé les miennes. Elles tremblaient légèrement. C'était comme une question muette. Puis-je? Dans ce contact, si léger, j'ai ressenti une vague me traverser. Tout mon corps était en alerte, chaque respiration plus lourde. Et je n'ai pas reculé. Je n'ai pas rompu le fil. J'ai laissé ce moment me prendre. Alors nos mains se sont enlacées. Hésitantes d'abord, puis avec plus de force, comme si elles avaient attendu ce geste depuis toujours. Il s'est penché doucement, son visage tout près du mien. Je sentais son souffle, chaud, irrégulier. Puis ses lèvres ont effleuré les miennes. Ce n'était pas un baiser fougueux. C'était un baiser retenu, fragile, rempli de tout ce que nous avions eu jusque-là. Un baiser où se mélangeait la peur, le désir, la reconnaissance. Un baiser qui disait « Je te vois, je te comprends, je t'attendais, je me suis laissé aller. Je n'ai pas cherché à contrôler, à analyser. J'ai simplement accueilli cette vérité, j'étais vivante. Vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Nous ne sommes pas allés plus loin. Il n'y a pas eu d'abandon complet, pas de geste précipité. Seulement cette étreinte, ce baiser suspendu qui valait toutes les promesses. Et c'était suffisant, parce que dans sa retenue, ce moment avait une intensité que rien d'autre n'aurait pu égaler. Quand j'ai quitté la boulangerie, l'aube commençait à poindre. Le ciel se teintait de bleu pâle, les oiseaux s'éveillaient. Je portais encore sur ma peau la chaleur de sa main, sur mes lèvres la trace de son baiser. Et dans mon cœur, une certitude nouvelle battait, plus rien ne serait comme avant. Ce n'était pas seulement une histoire de désir. C'était une révélation, un point de bascule entre l'ombre et la lumière. Le fournil, autrefois simple lieu de travail, devenait un sanctuaire. Là où j'avais appris à pétrir du pain, j'apprenais désormais à pétrir ma vie. À lui redonner forme, chaleur, saveur. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réserverait. Je ne savais pas si cette nuit marquait un début ou une parenthèse. Mais je savais une chose, j'avais franchi une frontière. Nous avions franchi une frontière. Nous n'étions plus seulement deux solitudes côte à côte. Nous étions deux êtres qui, l'espace d'un instant, s'étaient choisis dans le silence brûlant d'un fournil endormi. Après cette nuit au fournil, quelque chose avait changé pour toujours. Il n'y avait pas eu de grandes déclarations, pas de promesses murmurées. Et pourtant, chaque matin, je sentais que nos gestes n'étaient plus les mêmes. Nos silences avaient pris une autre dimension. Ils n'étaient plus seulement complices, ils étaient habités par un secret partagé, par une vérité que nous n'avions plus besoin de cacher. Quand je franchissais la porte de la boulangerie, la chaleur du four m'enveloppait autrement. Ce parfum de pain chaud que j'aimais tant était devenu le signe d'un renouveau. Il me rappelait que, tout comme la pâte, moi aussi j'étais en train de lever, doucement, patiemment, pour devenir une nouvelle version de moi-même. Marc aussi semblait transformé. Ses sourires, autrefois rares et furtifs, apparaissaient plus souvent. Il parlait un peu plus, parfois même riait. Dans ses yeux, je percevais une lumière que je n'avais pas vue jusque-là. Et cette lumière me rappelait que je n'étais pas seule à renaître. Lui aussi retrouvait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, une présence, une chaleur humaine, une complicité réelle. Ce que nous partagions dépassait l'attirance. C'était une forme de guérison. Deux âmes fatiguées qui s'étaient reconnues et qui, doucement, réapprenaient à croire. Il n'y avait pas de projet grandiose, pas de plan tracé pour l'avenir. Seulement cette vérité, ensemble, nous retrouvions le goût de vivre. Un soir, alors que nous surveillions une fournée, je me suis arrêtée pour contempler le pain qui dorait dans le four. La croûte qui se formait, l'odeur qui emplissait la pièce. Tout cela m'a ému aux larmes. J'ai compris que ce pain, si simple, était l'image parfaite de mon chemin. De quelque chose de brut, maladroit et lourd, était née une forme nouvelle, nourrissante, belle dans son imperfection. Et je me suis dit,
Moi aussi, je suis en train de devenir ce pain. Je me suis tournée vers Marc et, d'une voix tremblante, j'ai simplement dit « Merci ». Ce mot contenait tout ce que je n'arrivais pas à exprimer autrement. Merci de m'avoir guidé sans juger. Merci d'avoir respecté mes silences. Merci d'avoir été là quand je n'osais plus croire en moi. Il a posé une main sur mon épaule et a répondu doucement « C'est toi qui as fait le chemin ». Et en entendant cela, j'ai su qu'il avait raison. Il avait été un guide, un déclencheur, mais c'était moi qui avais accepté de pousser la porte, de rester, d'apprendre, de renaître. La boulangerie avait été le lieu, lui avait été la rencontre, mais la transformation venait de l'intérieur. Aujourd'hui, quand je repense à ce petit papier scotché sur une vitrine, recherche aide ponctuelle, débutante acceptée, je souris. Je comprends que ce n'était pas une simple annonce. C'était une invitation, une main tendue du destin pour me rappeler que rien n'est jamais figé, que même dans les lieux les plus ordinaires peut se cacher une seconde chance. Car oui, la vie est étrange. On croit que le bonheur réside dans de grands projets, dans des voyages lointains, dans des rêves éclatants. Mais parfois, il se trouve dans une boulangerie de quartier, entre un sac de farine et un four brûlant. Parfois, il se cache dans les gestes répétés, dans les regards silencieux, dans une complicité née au détour d'un travail simple. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Marc et à moi. Peut-être que nos chemins continueront ensemble. Peut-être qu'ils se sépareront un jour. Mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est ce que cette rencontre m'a apporté, une renaissance. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour se reconstruire, pour ressentir à nouveau, pour s'ouvrir à la vie. Je ne suis plus la femme fatiguée et invisible qui avait franchi cette porte par hasard. Je suis devenue une femme debout, une femme capable d'apprendre, de créer, d'aimer. Et cela, je le dois à ce lieu, à ce silence, à ce regard. Alors, si je devais conclure ce récit, je dirais simplement ceci, ne sous-estimez jamais les hasards. Ne méprisez pas les lieux simples. Car parfois, c'est dans la farine, le pain chaud et les silences partagés qu'on retrouve la force de renaître. Moi, je suis entrée dans une boulangerie pour chercher un emploi. J'en suis ressortie avec bien plus que ça, une main tendue, un souffle retrouvé, une vie rallumée. Et surtout, la certitude que même après les nuits les plus longues, il existe toujours un matin où le pain lève, où l'air se remplit d'odeurs rassurantes, et où la vie recommence à battre en nous.